Dans les hauteurs de la ville de Lomé, Amina vit dans une somptueuse villa en marbre blanc, épouse de Lamine Doumbia, un magnat du pétrole devenu milliardaire en moins d'une décennie. En apparence, elle a tout, luxe, domestique, voyage. Mais derrière les murs dorés, Amina cache un lourd secret. 8 mois auparavant, pour préserver la fortune de son mari menacé par une série d'événements mystérieux, elle a été conduite de force par la marâtre de Lamine chez un puissant sorcier du Bénin. Là, elle a accepté un pacte sanglant, sacrifié son nouveau-né en échange de la prospérité éternelle du clan Doumbia. Mais le sorcier lui a imposé une règle effrayante. Tu ne l'enterreras jamais, car l'âme qui n'a pas goûté à la terre ne dort jamais. Amina vit avec le poids de son acte. Dans une pièce secrète au sous-sol, protégée par des sceaux mystiques et des incantations vaudou, le corps de l'enfant repose, momifié, dans un berceau orné d'or et de cauris. Chaque nuit, elle descend, incapable de l'oublier, et lui chante des berceuses. Le personnel ignore tout de cette chambre, sauf Fatou, sa domestique fidèle, qui devine qu'un mal rôde. Un jour, Amina croit entendre des pleurs étouffés provenant du sous-sol. Elle accuse la fatigue. Mais quand Fatou jure avoir vu une silhouette d'enfant dans le couloir, les certitudes d'Amina commencent à vaciller. Les murs de la villa tremblent parfois. Des fissures apparaissent, comme si la maison elle-même protestait. Lamine, préoccupé par ses affaires, reste aveugle. Il refuse de croire aux superstitions. Mais lors d'une réception, une prêtresse togolaise, invitée par hasard, s'arrête net devant la porte du sous-sol. Elle murmure, il ne dort pas, il attend. Amina, paniquée, commence à faire des cauchemars. Dans ses rêves, l'enfant lui parle, l'accuse, la supplie. Il réclame la terre. Il réclame justice. Les jours se suivent et les nuits d'Amina deviennent de véritables supplices. Le visage de son fils lui apparaît dans les reflets des vitres, dans l'eau de son bain, jusque dans le fond de ses assiettes en porcelaine. Le berceau, toujours enfermé dans la pièce secrète, commence à vibrer doucement les soirs de pleine lune. Fatou, la domestique, refuse désormais de s'approcher du sous-sol. Un matin, alors que le soleil écrase Lomé de sa lumière blanche, une voiture poussiéreuse s'arrête devant la villa Doumbia. Un vieil homme descend, vêtu d'un grand boubou indigo, le dos courbé par l'âge, mais les yeux clairs et vifs comme ceux d'un faucon. C'est oncle Malamine, frère du père de Lamine, griot et gardien des traditions, que la famille a renié depuis plus de 20 ans. Lamine, furieux, refuse de le recevoir. Il ordonne qu'on le chasse. Mais Amina, en secret, demande à Fatou d'introduire discrètement l'ancien dans le jardin, à la nuit tombée. Assis sous un baobab centenaire, oncle Malamine commence à parler, la voix tremblante mais sûre. Fille du silence, tu portes sur toi l'odeur du sang non lavé, et l'ombre de l'enfant perdu s'accroche à ta nuque comme un pagne mouillé. Amina frissonne. Le pacte que tu as passé n'était pas pour toi, ni même pour protéger ton enfant, dit-il. C'était un vieux marché, signé bien avant ta venue. Lamine et sa mère l'ont renouvelé sans te le dire. Ce n'était pas une simple offrande. Ton fils était le canal. Amina est abasourdie. Le vieil homme continue. Dans le monde invisible, il existe un totem, un kisi que ton mari garde enfermé dans un coffre. Ce totem n'est pas un simple objet. Il renferme la richesse volée à la vie de ton enfant. Son âme y a été transférée, divisée, pour nourrir l'empire Doumbia. Ton fils n'est pas seulement mort. Il est captif. Les mots la frappent comme un tambour de guerre. Mais pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Demande-t-elle, la gorge nouée. Malamine baisse les yeux. Parce que ton sang est pur. Amina, tu descends d'une lignée de prêtresses. Il fallait une mère aux entrailles puissantes, dont l'utérus serait une offrande parfaite. Tu as été choisie non pas comme épouse, mais comme récipient. Amina sent une nausée la saisir. Elle comprend maintenant pourquoi sa belle-mère, depuis le début, lui donnait des tisanes étranges, lui interdisait certains plats, la surveillait de près durant sa grossesse. Elle n'était jamais une vraie belle-fille. Elle était un outil. Malamine se lève lentement. Il existe un moyen de briser le lien. Mais c'est dangereux. Le totem doit être brûlé sous la lune noire, dans l'eau de la mémoire, une rivière cachée que peut t'atteindre. Mais si tu échoues, tu mourras. Ou pire encore, tu prendras la place de ton fils. Amina n'hésite pas. Elle veut réparer. Elle veut libérer Issa. Dites-moi où le trouver, murmure-t-elle. Je suis prête. Malamine lui remet un talisman tressé de cheveux blancs et de racines de bélai. Il lui dit de ne le porter que lorsqu'elle sera face au totem. Et il ajoute, ton fils t'attend. Mais chaque jour, passé le rend plus sauvage. Ne tarde pas, ou ce qui reste de lui s'éteindra, et ce qui se réveille à sa place ne sera plus humain.
Depuis la rencontre avec oncle Malamine, Amina ne dort plus. Le poids de la vérité l'écrase. Son fils n'a jamais reposé en paix. Il est prisonnier, piégé dans un objet maudit. Elle se souvient de ce coffre sculpté que Lamine garde jalousement dans son bureau, un coffre qui nettoie lui-même, qui ne laisse personne toucher. Jusqu'à maintenant, elle pensait qu'il contenait des documents secrets, peut-être des bijoux rares. Mais à présent, elle sait. Une nuit, tandis que Lamine est à une réunion d'affaires, Amina s'introduit dans le bureau. Le silence est pesant, les horloges semblent s'être arrêtées. Le coffre repose au fond de la pièce, sur un piédestal, comme un trône. Il est en bois noirci, gravé de symboles anciens, certains semblant changer subtilement selon l'angle de vue. Elle utilise la clé que Fatou lui a discrètement remise. Quand elle ouvre le couvercle, une bouffée d'air glacé s'échappe. À l'intérieur, un petit totem sculpté dans de l'os humain repose sur un lit de sel noir. Il a la forme d'un bébé recroquevillé, les yeux incrustés de pierres d'onyx et la bouche cousue par un fil doré. Amina sent son cœur s'arrêter. C'est lui, c'est Issa. Dès qu'elle effleure le totem, la villa semble changer d'ambiance. Le lustre du salon clignote. Les portraits accrochés au mur se tournent légèrement, comme pour fuir ce qu'ils sentent venir. Cette nuit-là, l'enfant apparaît de nouveau. Mais ce n'est plus une silhouette floue, un mirage de douleur. Il est là, dans sa chambre. Petit, immobile, entouré d'un froid surnaturel. Il n'a pas grandi. Il porte un pagne tissé comme dans les traditions anciennes. Et ses yeux sont deux gouffres d'obsidienne, sans pupille, sans lumière. Il ne parle pas. Il regarde. Amina se fige, son souffle coupé. Et elle s'agenouille. Issa, mon fils, pardon, mon amour. Mais l'enfant ne bouge pas. Puis, lentement, il lève un bras, son doigt pointé vers la porte du sous-sol, là où elle l'a laissé pendant des mois, là où le berceau est resté, vide, sans prière, sans nom. Un craquement retentit dans la maison. Fatou pousse un hurlement au rez-de-chaussée. Amina descend en courant et la trouve au sol, convulsant. La vieille femme est en transe, les yeux révulsés, parlant dans une langue inconnue. Un souffle puissant sort de sa bouche, comme si quelque chose s'échappait d'elle. Quand elle revient à elle, elle chuchote à peine. Il ne veut pas la pitié, il veut la terre. Amina comprend que l'âme d'Issa réclame sa place, son eau, son repos, mais elle n'a pas le droit de l'enterrer selon le pacte. Enterrer son fils signifierait rompre le sceau et déclencher la colère des entités liées à la richesse de la mine. Pendant les jours qui suivent, la maison devient un théâtre de phénomènes inexpliqués. Les domestiques fuient un à un. Les chiens refusent d'entrer. Des éclats de rire d'enfants résonnent à l'aube. Une servante voit une main minuscule dépassée d'un miroir. Le jardinier découvre des petites empreintes de pieds nus autour de la piscine vide, alors que personne ne s'y est approché. Chaque soir, Issa réapparaît dans la chambre d'Amina. Il reste silencieux, toujours avec ses yeux noirs. Mais maintenant, il pleure, des larmes noires. Et chaque matin, un nouveau symbole est gravé sur les murs de la villa, comme une écriture inconnue gravée au couteau. À la fin du chapitre, Amina sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Le monde des vivants et celui des morts ne peuvent rester mêlés trop longtemps sans se déchirer. Elle serre le talisman de Malamine contre sa poitrine et murmure « Je te retrouverai, mon fils. Je te libérerai, même si je dois y laisser mon âme. » Amina quitte la villa avant l'aube, vêtue d'un simple boubou bleu pâle, les cheveux couverts d'un foulard blanc. Elle laisse derrière elle le monde du luxe, des fêtes, des apparences. Elle laisse derrière elle Lamine, qu'elle n'arrive plus à appeler mari. Il dort encore, perdu dans ses rêves de pouvoir, ignorant que l'édifice qu'il a construit s'effondre lentement, brique par brique. Avec pour seul bagage un sac de cuir, le totem, le talisman offert par Malamine et un bout de tissu ayant enveloppé Issa à sa naissance, elle prend la route vers l'est, traversant le Togo, direction les frontières du Bénin profond. Elle suit les instructions laissées par oncle Malamine. Quand tu arrives là où le réseau disparaît, tu devras continuer à pied. C'est là que le monde moderne cède la place aux vérités anciennes. Après 2 jours de voyage dans des taxis collectifs cahotants, elle arrive dans un petit village niché dans la forêt, Agbokou. Le silence y est dense, comme si le vent lui-même marchait sur la pointe des pieds. Là-bas vit au confort azandé un vieux prêtre vaudou, aveugle de naissance, mais capable de voir l'invisible. Il est le dernier à connaître la rivière de la mémoire, un lieu sacré où les âmes piégées peuvent être délivrées ou consumées. L'épreuve du passage. Avant de la guider vers la rivière, Okonfo azandé la met à l'épreuve. Il lui dit « On ne libère pas une âme qu'on a sacrifiée sans s'offrir soi-même. Tu veux le sauver?
Tu dois être prête à perdre ton nom, ta richesse, ton corps et peut-être ta vie. Amina accepte. Alors, commence un rituel de purification. Elle jeûne pendant 3 jours. Pas un mot, pas une goutte d'eau, juste des chants, des danses, des fumigations de plantes amères. Elle est enfermée dans une case où elle rêve d'Issa chaque nuit. Il lui parle enfin, dans une voix douce mais douloureuse. « Maman, je veux partir. » Mais la corde est trop serrée. À l'aube du 4e jour, elle est menée, pieds nus, par un sentier ancien, bordé de statues ancestrales au visage effacé. Elle arrive au bord de la fameuse rivière de la mémoire. L'eau est noire comme l'encre, mais en surface, on peut voir défiler des visages, des souvenirs, des scènes oubliées. Ce fleuve murmure les vérités des âmes. Okonfo lui tend une gourde contenant une huile rougeâtre. C'est l'huile de transition, concoctée à partir de racines interdites et du sang d'un coq noir. Verse cette huile sur le totem, puis entre dans la rivière. Ce que tu verras ne regarde que toi. Mais sache ceci, si ton cœur vacille, si tu retires ta main avant la fin du processus, tu prendras sa place. À jamais, le monde d'en bas. Amina verse l'huile sur le totem. Une vapeur s'élève aussitôt, accompagnée d'un cri survenu d'un autre monde. Elle avance dans la rivière. L'eau est glaciale, coupante. Très vite, elle est engloutie. Elle ouvre les yeux dans un lieu étrange, une plaine sans fin, illuminée par une lune rouge. Des silhouettes d'enfants errent, sans visage. Des rires, des pleurs, des chants de berceuses résonnent dans l'air, déformés comme dans un cauchemar. Elle marche, guidée par le chant d'Issa. Elle le retrouve assis sur une pierre, toujours petit, mais avec un regard plus ancien que tous les dieux. Il la regarde et dit « Pourquoi m'as-tu donné? Pourquoi moi ?» Amina s'effondre. « Parce qu'on m'a menti, parce que j'ai eu peur, parce que je croyais qu'en te sacrifiant, je protégeais tous les autres. Mais je ne savais pas que c'était toi qui me protégerais, à ta façon, même mort. » L'enfant la touche. Un souffle chaud jaillit. Il ferme les yeux. « Alors laisse-moi aller. » Une voix éclate dans les cieux du monde d'en bas. Elle n'a pas le droit. Le pacte est scellé. Elle n'a pas versé le prix. Des créatures surgissent des ombres. Des figures aux bouches cousues, aux membres torses. Les gardiens du pacte. Amina serre Issa contre elle et hurle. « Prenez-moi, mais laissez-le partir. » Le talisman de Malamine brûle contre sa poitrine. Une lumière dorée éclate, et tout disparaît. Le réveil. Amina se réveille sur la berge, couverte de boue, nue, tremblante. Le totem est brisé en deux. Okonfo Azandé sourit. « Tu es revenu. » Lui aussi. Elle lève les yeux. Sur une pierre, là où elle a laissé le totem, repose un petit bracelet en corde, celui qu'elle avait noué autour du poignet de son bébé à la naissance. De retour à Lomé, Amina n'est plus la même. Ses traits sont plus marqués, ses yeux plus calmes. Elle marche comme quelqu'un qui a vu au-delà du voile du monde. Elle n'a plus peur, mais elle porte désormais une tristesse ancienne, enracinée dans sa chair. La villa d'Umbia est silencieuse à son arrivée. Les gardes ont déserté. Le jardin est à l'abandon. Les murs, autrefois d'un blanc éclatant, sont tachés de moisissures. Le marbre est fendu. L'odeur de pourriture flotte dans l'air. Le lieu est devenu une carcasse vide. La mine, autrefois si puissant, est méconnaissable. Amaigri, fiévreux, il divague, enfermé dans son bureau. Il parle seul, entouré de papiers déchirés et de symboles gribouillés au mur. Il parle à l'enfant. Il l'appelle. Il le supplie de revenir. Car depuis qu'Amina a brisé le totem, la richesse de la mine a commencé à se dissoudre. Les banques ont gelé ses avoirs. Ses associés l'ont trahi. Son corps se couvre d'eczéma. Les ombres dans sa chambre se déplacent d'elles-mêmes. Amina ne le regarde pas. Elle monte au sous-sol une dernière fois. Le berceau est vide. Mais à sa place, un petit arbre a poussé. Ses feuilles sont fines, presque translucides. À son pied, un tas de coris disposés en cercle, comme une offrande faite par une main invisible. Elle comprend. L'âme d'Issa a été rendue à la nature, mais réclame toujours sa place dans le monde des vivants. Il ne peut pas reposer dans le luxe, ni entre les murs d'une maison bâtie sur le mensonge. Alors, au crépuscule, Amina part en brousse. Elle traverse un village oublié où, selon sa grand-mère, son peuple enterrait les enfants morts-nés, un bois sacré où l'on ne pleure pas, mais où l'on chante des contes pour apaiser les âmes. Elle choisit un endroit calme, au pied d'un fromager géant. Elle n'a pas de corps à enterrer, mais elle a ce qu'il reste de lui. Le bracelet d'Issa, le pagne dans lequel elle l'avait porté, un petit galet de la rivière de la mémoire. Elle creuse, lentement, avec ses mains.
Elle enterre ces 3 objets en les nommant à haute voix. Issa Doumbia, fils d'Amina, que la terre t'accueille, que la mémoire te garde, que le silence te laisse en paix. Une brise se lève, les feuilles chantent doucement. Dans l'air, elle entend un rire, léger, pur, comme un premier souffle. Elle sent quelque chose quitter sa poitrine, comme une charge qu'elle portait depuis des siècles. Amina ne retournera jamais à la villa. Elle s'installe dans une petite maison en bordure du Togo, près de la mer. Elle ouvre un centre pour jeunes mères en détresse, leur offrant un refuge, des soins, une oreille attentive. Elle ne parle jamais de son passé. Mais parfois, au coucher du soleil, on la voit parler à un arbre comme à un vieil ami. Et ceux qui écoutent bien entendent parfois le rire d'un enfant porté par le vent.